Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invitée est écrivaine. Avec elle et la dizaine de romans qu'elle a publiés depuis bientôt 20 ans. Et oui, 20 ans. Ce grand mot qu'est le réel n'a rien d'un mot, ni seulement d'un apparat ou d'un décor. C'est un personnage. Qu'il s'agisse de la gare du Nord, de l'hôpital psychiatrique, d'une boucherie ou qu'il s'agisse d'un tribunal, comme c'est le cas de son dernier livre qui paraît aujourd'hui même. Le Témoin, c'est son titre, est une immersion dans le palais de justice de Paris à travers Barthes, un homme qui a décidé d'y passer ses jours et ses nuits, qui a décidé de s'y fondre pour tenter de répondre à cette question, la justice est-elle juste ? Grande question. Bonjour Joyce Armand. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Alors après l'hôpital psychiatrique, la gare, les chantiers, les travaux, vous êtes plongé, Joyce Armand, dans le milieu de la justice. Pourquoi la justice ? Vous avez un cahier des charges ? Vous avez une liste de toutes les institutions à visiter ? Non, alors j'avoue que souvent les livres fonctionnent un peu comme des poupées russes, c'est-à-dire que la justice était un peu emboîtée dans mon livre précédent sur la psychiatrie, puisque en passant un an à l'hôpital psychiatrique, j'ai déjà eu affaire à la justice, enfin pas personnellement, mais en tant qu'observatrice. Vous auriez pu, hein ? Non, moi ça ne m'est pas encore arrivé, mais à l'hôpital psychiatrique depuis quelques années, il y a l'intervention de ce qu'on appelle le JLD, le juge des libertés et de la détention, qui au bout de 14 jours d'hospitalisation sous contrainte reçoit les patients pour décider si on les libère ou non. Donc j'avais déjà aperçu comme ça l'institution judiciaire, et c'est vrai que j'ai eu envie de m'attaquer à cette autre énorme institution publique qui régit nos vies, et ça correspond aussi à un lieu, parce que souvent mes livres s'ancrent dans des espaces. C'est souvent le déclencheur de l'écriture chez moi, c'est occuper et arpenter un espace. Donc après l'hôpital, le palais de justice me semblait être aussi un espace intéressant à observer et à occuper. Donc comment vous avez procédé, Joyce Armand ? Pour à la Folie, donc dans un hôpital psychiatrique, vous aviez passé une journée par semaine pendant 1 an. Ça a été la même chose là au tribunal de Paris, c'est ça ? Oui, apparemment, je suis assez régulière et cohérente. Donc, à nouveau, pour vous avez une méthode, en fait. J'ai une méthode intuitive, d'ailleurs, comme si elle était dictée par mon corps. C'est-à-dire qu'à nouveau, pendant 1 an, une fois par semaine, je passais une journée au palais de justice, comme je l'avais fait pour l'hôpital psychiatrique. Et ce qui est amusant, c'est que dans les 2 cas, au bout d'1 an, j'ai senti une forme d'épuisement. Je m'étais pas dit à chaque fois je passerai 1 an et j'arrêterai. Mais au bout d'1 an, j'avais épuisé quelque chose dans un cas et dans l'autre, et donc j'ai passé après 1 an à écrire, puisque j'écris pas dans le temps de l'immersion. Est-ce que la question qui vous a guidé, Joyce Armand, c'est celle qui guide votre personnage de Barthes et que j'ai nommée, qui est celle-ci, la justice est-elle juste ? Est-ce que c'est ça que vous vouliez vérifier ? Alors, disons que cette intuition ou cette question, elle est venue plutôt au fil justement de cette immersion, à assister comme ça à des dizaines d'audiences, de comparutions immédiates, de stupéfiants, de terrorisme, de violences conjugales, etc. À voir la manière dont étaient maltraités certains prévenus, dont la justice manquait de temps, de moyens, tout ce dont on a l'intuition et ce qu'on sait un peu théoriquement, mais à le vivre, j'ai éprouvé, comme mon personnage, de plus en plus un sentiment d'injustice. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir cette espèce de hiatus entre ce qu'on appelle la justice et ce qu'on appelle le sentiment de justice, et qui ne s'accorde pas toujours, et qu'il y a une espèce de vérité du sentiment de justice, d'immédiateté, qui correspond pas systématiquement à l'institution judiciaire telle qu'on la voit fonctionner. Donc c'est vraiment venu dans le temps de l'immersion, cette question. Comme votre roman, Joyce Armand, a une forte dimension documentaire, je vous propose qu'on écoute l'extrait d'un documentaire des Pieds sur Terre sur justement un tribunal, ce qui va peut-être nous plonger dans cette ambiance que vous avez côtoyée, connue pendant 1 an, Joyce Armand. Et vous venez présenter des excuses. Mais on se dit, si c'était ma fille qui avait été à la place. Taisez-vous. Madame le procureur, même pas, vous ne même pas vous parler comme ça aux policiers. C'est bien clair, monsieur. Monsieur, vous vous taisez. Taisez-vous, monsieur. Vous êtes odieux et en plus vous faites semblant de vous excuser. Alors taisez-vous. Je ne fais pas semblant, madame. Taisez-vous. Chut. Taisez-vous. Chut. Mais qu'est-ce que c'est que cette société où des individus qui sont soi-disant pris en charge par leur famille n'ont même pas la conscience
Bon, je dis même plus de ce qui est autorisé ou interdit, parce que de toute façon, dans Madame le cette procureur, société... s'il vous plaît. Vous faites sortir cette dame qui n'arrête pas de faire des signes à monsieur. Du coup, il n'écoute rien. Et c'est pour ça que le policier derrière vous vous a rappelé à l'ordre. Vous êtes de qui, madame? Vous êtes salée toujours derrière. Bon, mais alors dehors. Voilà, vous avez tout gagné. Maintenant, vous finissez d'entendre madame le procureur et vous ne dites plus rien. Plus rien. C'est clair? Je vous en prie, madame le Je procureur. vous en prie, madame la présidente. Il faut tout tolérer, il faut tout pardonner, ben moi non. Je suis désolée. C'était un extrait donc des Pieds sur Terre, émission sur France Culture de 2017 intitulée Au tribunal de grande instance de Marseille. Joyce Ormand, est-ce que ça vous rappelle ce que vous avez vu et ce que vous avez écrit, même si c'est de la fiction, dans ce roman Le Témoin? Totalement, j'ai l'impression presque d'avoir assisté à cette audience. J'en ai vu beaucoup qui ressemblaient à ce moment et je le trouve génial parce qu'absolument exemplaire. C'est-à-dire qu'à la fois, on entend que c'est une pièce de théâtre, qu'il y a une espèce de mise en scène théâtrale de la parole où chacun endosse un rôle de manière un petit peu outrée avec les costumes qui vont avec, hein, par exemple les robes des magistrats. En même temps, on entend cette position soumise du prévenu qui on est entend à peine, hein, d'ailleurs. Oui, mais qui est le personnage voilà. silencieux, puisque Ouais. la juge ou le procureur n'arrête pas de dire « vous vous taisez, silence, silence, silence ». Et donc, on entend vraiment la position du prévenu qui est celui qui n'a pas le droit à la parole dans cette scène judiciaire où se joue son avenir, c'est celui qui ne parle pas. Donc, c'est assez exemplaire dans ce passage-là. Et puis, il y a autre chose qui est frappant, c'est que là, on sort de l'espèce de formalisme un peu rationnel, sage et qui se tient de la justice telle qu'on l'imagine. Et on entend des magistrats qui sortent de leur gond, qui laissent déborder leur humeur et sans doute à bout de fatigue, d'exaspération, d'énervement, etc. Donc il y a une forme de dérapage, entre guillemets, des magistrats qui sortent de la fonction et se mettent à engueuler les prévenus en dehors du formalisme de l'audience tel qu'il doit être respecté normalement. Mais ça arrive souvent alors, vous dites Joyce Ormand. C'est-à-dire que finalement, ce côté pièce de théâtre, jeu de la parole, prévenu qui doit rester silencieux, juge qui peut sortir de ses gonds et du cadre, finalement, en fait, le cadre rationnel de la justice, vous semblez dire, il est jamais respecté, il est toujours en train de se déborder. Oui, il est souvent débordé. Alors après, ça dépend des types d'audience. C'est-à-dire, par exemple, aux assises, où on a du temps, où on a des moyens pour la parole, pour l'écoute, etc., pour des affaires graves, il y a quelque chose de beaucoup plus tenu. En comparution immédiate, où on a 3 minutes pour juger les gens qui se succèdent les uns après les autres, les journées durent 12 heures, tout le monde est épuisé, il y a beaucoup trop d'affaires qui sont mises au rôle, comme on dit. Là, tout le monde craque, donc ça explose. Ça explose. Et c'est vrai que on sait que les conditions de travail des magistrats sont des conditions très difficiles. Et donc, entraînant la maltraitance, on est dans ce cercle vicieux qui fait que les coutures craquent en permanence. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que on a une image de la justice, effectivement, et il y a le quotidien, la réalité que vous avez découverte en y allant. Mais cette justice-là, on la voit parfois. En tout cas, il y a une volonté de plus en plus d'ouverture et de pédagogie. On parle depuis un certain nombre d'années de filmer les audiences, de montrer comment se déroule cette justice, justement pour qu'on se rende compte aussi dans quelle situation chacun est mis et quel est le rôle en quelque sorte de chacun. Oui, alors j'espère que ça intéressera justement cette ouverture des tribunaux, cette mise en réseau comme ça de ce qui se passe dans ces lieux un peu cachés. J'espère que ça intéressera et que ça permettra à chacun de voir comment ça fonctionne. Mais finalement, ce qui m'étonne, c'est que les tribunaux sont des lieux publics. Qui c'est caché, mais pas ouvert, pas fermé, je veux dire. C'est ouvert, tout le monde peut y aller, vous n'avez pas eu de passe-droit pour rentrer. Exactement, ce sont des lieux publics et je pense que tout à fait édifiant et je pense que chacun, à un moment dans sa vie, devrait passer une journée au tribunal et en apprendrait beaucoup sur les affects au travail dans la société et en particulier dans le traitement judiciaire de la violence quotidienne. Donc pour moi, c'est très bien que ce soit filmé, mais finalement, c'est une espèce de gadget par rapport à ce qu'on devrait tous faire, c'est-à-dire investir ces lieux publics qui nous concernent tous.
C'est aussi cette curiosité-là qui nous guide quand on ouvre votre livre, Joyce Orman. Et j'avoue, moi, l'avoir lu presque d'une traite, parce qu'en fait, on est comme ce personnage de Barthes qui nous guide. On a envie de savoir, alors même que c'est vrai, c'est paradoxal, on pourrait y aller dans un tribunal, voir comment ça fonctionne, mais on n'ose pas, on se dit que c'est pas pour nous, on se dit que on va pas être jugé, que ça nous concerne pas, que c'est même presque une intrusion. Mais on suit Barthes et on a envie de savoir, comme lui, comment ça fonctionne. Alors, il découvre les lieux, vous l'avez dit, Joyce Orman, c'est d'abord un lieu que vous arpentez, l'architecture, ce qu'il y a au mur, le personnel, il y a le personnel de la cafétéria, les gardes, ceux qui gardent la sécurité évidemment, et puis il y a les juges, les procureurs, les prévenus, les avocats, toujours les mêmes rôles finalement, et puis les différentes chambres. Alors il y a la 23e chambre, c'est la chambre des comparutions immédiates, la 15e chambre, l'affaire des mineurs, affaires familiales, 16e chambre, le terrorisme qui est devenu maintenant presque un délit banalisé, le dit Barthes. Il y a aussi la 10e chambre pénale générale après instruction, les assises, c'est une affaire d'inceste à laquelle assise Barthes, et puis le tribunal de police avec tout ce qui est nuisance, tapage, retard de paiement. Donc voilà, on a à peu près toutes des affaires très diversifiées, des populations diversifiées, et paradoxalement, vous l'avez dit, il y a une forme aussi de conformisme, de routine. C'est toujours les mêmes qu'on voit au même endroit, c'est toujours les mêmes manières de les humilier, ou c'est toujours les mêmes manières de pouvoir s'en sortir. Est-ce que c'est un lieu finalement non pas de démocratie et de liberté et diversité, mais au contraire un endroit extrêmement attendu que découvre Barthes dans ce roman de Joyce Orman? Oui, ce personnage de Barthes, donc qui vient vivre en clandestin dans le palais de justice, il arrive avec sa naïveté, sa candeur. C'est un peu nous. C'est un peu nous, puis c'est un peu aussi, c'est un peu l'écrivain, c'est-à-dire ce témoin, à la fois silencieux, un peu en retrait, mais obstiné, qui veut essayer de comprendre quelque chose. Et ce dont se rend compte Barthes, c'est que au palais de justice, une classe sociale en juge une autre, systématiquement. Une classe sociale, celle des magistrats, juge les classes sociales populaires inférieures, des classes sociales à laquelle ils n'appartiendront jamais en tant que magistrats. Donc il y a cette espèce de lutte des classes mise à nu et qui se répète inlassablement selon les mêmes schémas. Alors parfois il y a je le raconte dans le livre, parfois il y a des exceptions. À un moment il y a le procès d'un haut fonctionnaire qui gagne 8 000 € par mois, très très propre sur lui, absolument désemparé parce que sa vie, son existence ne le préparait pas à se retrouver face à la violence de la justice. Donc Barthes a presque plus de pitié pour lui que pour le pauvre petit dealer de shit qui repasse pour la 15e fois et qui de toute façon a été programmé d'une certaine façon dès son enfance pour être harcelé par la justice. Donc ce systématisme-là, en effet, Barthes le constate. Moi, je l'ai constaté. Et le palais de justice devient aussi un endroit où se règle finalement le fonctionnement entre les classes sociales. C'est de la lutte des classes en fait, mais en acte, où on ne juge pas en fait un délit, mais plus un milieu d'où vient le prévenu. Disons que on identifie des délits à une population. C'est-à-dire, si on prend l'exemple du petit trafic ou de la consommation de stupéfiants, on sait très bien qu'il y a autant de consommation dans des jeunes classes bourgeoises aisées chez des étudiants que dans les cités, pour le dire avec un terme comme ça un peu commun. Mais la police vise beaucoup plus systématiquement la classe sociale des cités plutôt que celle des grandes facs parisiennes. Donc en ce sens-là, oui, on vise et on surveille une classe sociale par le biais d'un outil qui est par exemple le délit de stupéfiants. Donc de la même manière qu'on suit Barthes qui va avoir une forme de routine dans cet espace qui est le tribunal où en fait les repères temporels vont un petit peu se flouter, mais les espaces aussi. Vous mettez en place dans votre roman Joyce Orman une forme de routine, c'est-à-dire que un chapitre est ouvert par une chambre, par une ou deux affaires et puis enfin par une réflexion sur la justice. Quel était le danger de Joyce Orman à monter peut-être trop en généralité, à théoriser ou à condamner la justice à partir en fait de quelques affaires que vous avez suivies, certes en immersion, mais qui restent peut-être qu'une partie de toute l'institution judiciaire?
Oui, en effet, mon livre n'est pas un essai. C'est pas un livre théorique et politique qui prétendrait voilà, donner un état des lieux de la justice, comme mon précédent livre sur l'hôpital psychiatrique n'était pas un livre sur l'état de la psychiatrie en général, mais c'était le témoignage d'une année dans un service psychiatrique, et là c'est le témoignage d'une année dans un tribunal. Donc je pense qu'on peut tirer quelques lignes de force quand même de la répétition de ces affaires, mais en effet, vous avez raison, l'écueil, c'était de produire une espèce de petit pamphlet contre le fonctionnement de la justice. Voilà, ouais. anti-justice, ce dont je ne voulais pas, vraiment pas. Et c'est pour ça que j'ai eu recours à cet outil formidable qu'est le roman, qu'est la fiction, qui permet d'abord d'instituer du trouble et du doute, c'est-à-dire que ce personnage de Barthes, il assiste à ses audiences et il se pose des questions, il a des certitudes, puis parfois ces certitudes tombent, il en veut au juge, puis l'instant d'après, il comprend finalement leur attitude. Donc ce personnage romanesque me permettait d'échapper à quelque chose d'un peu trop péremptoire. Et puis surtout, ce que je voulais avec la fiction, c'est penser des espèces de... pas de solution, mais en tout cas d'autres voies possibles face à ce sentiment d'injustice de la justice et face à cette violence qu'elle peut inspirer. Et finalement, c'est à ça que sert la fiction, c'est que quand la réalité dysfonctionne, quand on la trouve injuste, quand on la trouve trop violente, comme ça peut être le cas quand on assiste à des procès, eh bien la fiction permet de nouvelles hypothèses. Alors, si je les énonce, j'énonce la fin du livre, donc ça m'embête un peu parce que je raconte la fin du livre. Mais disons que Barthes, à la fin du livre, ça je peux le dire, propose une forme de résistance à la machine judiciaire, et ça, seule la fiction pouvait l'inventer. Bah alors j'espère qu'on ne va pas spoiler, mais quand même ce nom de Barthes nous met sur la voie. Je vous propose quand même qu'on en parle, Joyce Ormond, ne serait-ce que pour vous demander si Barthes c'est un petit peu votre double. En une matinée, Bartleby a battu une extraordinaire quantité d'écriture. Il va falloir collationner les copies de Bartleby. Bartleby, voulez-vous, je vous prie, venir collationner avec moi ces documents que je dois expédier rapidement? Vous prenez la copie, je suis sur l'original. Je préférerais ne pas le faire. Sans doute ai-je mal entendu. Bartleby, je vous ai demandé de venir collationner avec moi ces documents que je dois expédier rapidement. Prenez la copie. Je préférerais ne pas le faire. Vous préféreriez ne pas le faire? Que voulez-vous dire? Je veux que vous m'aidiez à collationner ce feuillet-ci, tenez. Je préférerais ne pas le faire. Si l'on décelait dans les manières de Bartleby la moindre trace d'embarras, de colère ou d'impertinence, sans aucun doute il serait chassé immédiatement. Mais il n'y a pas plus d'humanité en lui que dans le buste de Cicéron en plâtre de Paris qui est sur la cheminée. Bartleby, extrait de la nouvelle d'Herman Melville de 1853, lu ici pour France Culture, c'était en 1987. Joyce Ormond, vous êtes ici pour votre roman Le Témoin qui se passe au tribunal de Paris, à travers ce personnage de Barthes, donc inspiré de Bartleby. Est-ce qu'on en a trop dit? Maintenant c'est fait. Tant qu'on raconte pas la fin du livre, ça va, on n'en a pas trop dit. Non, mais je pense que les lecteurs de Bartleby vont immédiatement songer à ce personnage dès les premières pages de mon livre. Donc évidemment. Moi, je me suis demandé au début, je me suis dit, Barthes. Roland Barthes, vous vous êtes dit. Roland Barthes. Ça oui, Géraldine, sûrement. Roland Barthes, non, mais je me suis dit, Barthélemy, Barthes. En fait, la question de l'identité, en fait, se pose dès qu'on ouvre ce livre. C'est-à-dire il y a la curiosité de découvrir le tribunal de l'intérieur comme si on était une petite souris. Et en même temps, d'ailleurs, il y a une petite souris qui devient quand même la compagne de Barthes dans ce roman. Et puis, au fur et à mesure des pages, comme on est dans la tête de Barthes, à un moment donné, on se dit, mais en fait, je suis dans la tête de qui? Et ça intervient, je dois dire, pour ma part, au bout d'une centaine de pages. Voilà. Donc, l'identité, peut-être, ne se pose pas si vite que ça, Joyce Ormond. Alors,
c'est vrai que je pense qu'il y a aussi des moments peut-être de confusion entre ce personnage de Barthes et puis la figure de l'auteur, c'est-à-dire ma propre écriture, même si Barthes est mon double, on voit bien qu'il est aussi ce dispositif fictionnel qui me permet de prendre la parole. Mais c'est vrai que j'avais envie donc de ce personnage directement inspiré du Bartleby de Melville, c'est-à-dire de ce personnage qui a quelque chose qui est à la fois une pure présence dans la nouvelle de Melville et aussi dans mon texte, qui a à la fois une pure présence et qui a aussi quelque chose d'assez abstrait. Il est une pure extériorité. Ce qui m'a passionné depuis toujours dans la nouvelle de Melville, c'est que Melville invente un personnage sans psychologie, sans intériorité. Et il est juste une pure présence, des gestes, quelques mots, des déplacements dans l'espace, un être obscur, mutique, mais qu'on sent aux aguets, dont la présence silencieuse est en même temps extrêmement puissante, et on sent qu'il capte les choses. Et j'avais envie de reprendre ce personnage-là, c'est-à-dire cette présence-là de Barthes au début du livre. On le voit rentrer dans le palais de justice. On ne comprend pas au début pourquoi il est là, on le comprendra au milieu du livre les raisons de son embarquement clandestin dans le palais. Mais voilà, j'avais envie de cette espèce de figure très romanesque, à la fois très incarnée dans son silence et en même temps un peu théorique aussi, parce que c'est un personnage mythologique de la littérature, Barthes, donc Bartleby, pardon. Barthes pas encore. On l'espère. Peut-être un jour. Voilà, donc j'avais envie de travailler autour de cette identité à la fois très romanesque et en même temps, comme le livre est aussi très documentaire, qui soit aussi réaliste, parce que ce type va nous raconter vraiment des audiences d'aujourd'hui qui font écho à l'actualité politique d'aujourd'hui. Voilà, donc j'avais envie d'essayer d'être un peu sur ces deux plateaux. Alors, j'ai plein de questions à vous poser, Joyce Orman. La première, quand même, c'est que vous l'avez dit, Bartleby de Melville, c'est vraiment un personnage sans psychologie. Mais vous allez encore plus loin, parce qu'en fait, c'est un personnage sans psychologie, dont on sait très peu de choses. Je ne dévoile pas les quelques éléments que vous égrenez dans votre roman, Joyce Orman, mais néanmoins, on est tout le temps dans sa tête. Et c'est quand même assez fou de créer un personnage où on est tout le temps dans sa tête, sans savoir, en fait, tout en sachant tout ce qu'il pense, sans savoir ce qu'il pense vraiment, d'où il vient, à partir de quoi il juge les choses. Oui, c'est-à-dire c'est l'espèce de paradoxe du personnage, et là aussi, je pense que c'est le genre de paradoxe que peut offrir la fiction, la grande liberté romanesque. C'est-à-dire qu'en effet, mon Barthes, je voulais qu'il ait le moins de marqueurs biographiques, individuels, psychologiques possibles. Alors, on a quand même quelques indices, et qu'il arrive comme une espèce de Candide, de personnage totalement vide à l'intérieur d'une certaine façon et disponible à la situation, à l'espace, et une espèce de papier buvard prêt à recevoir tout ce qu'il va voir, entendre, en ayant suspendu son jugement. Alors c'est évidemment que c'est pas réaliste d'une certaine façon, on ne peut jamais complètement suspendre son jugement, mais j'avais envie d'imaginer un personnage qui suspendrait son jugement, qui arriverait à cette espèce de pureté-là et d'innocence. Mais c'est le rêve des philosophes, en fait. Oui, alors c'est vrai que j'ai fait la un peu de philo quand j'étais jeune. Et du jugement. Voilà, il y a des traces. Et donc, en effet, comme vous dites, on est tout le temps dans sa tête, mais dans sa tête, c'est ce qui arrive, c'est cette espèce de flux continu du spectacle de la justice, qui au début est reçu de manière un peu passive et un peu étonnée, et qui petit à petit va quand même être métabolisé. Il va commencer à s'interroger, à penser des choses, à avoir quelques colères, quelques réactions, et petit à petit va être colonisé par ce spectacle, et une conscience de ce qu'il voit va émerger pour aboutir, une fois de plus, à une scène finale où il va opposer quelque chose de très fort et de très personnel à la machine judiciaire. Donc là, on va pas rentrer. Ça, je ne vais pas dire. On va pas jusque-là. Non, Joyce Orman, mais vous avez dit, c'est une autre question quand même que vous avez esquissée, Joyce Orman, c'est celle de la littérature m'a permis ça. Barthes, en fait, est presque une astuce pour vous, Joyce Orman, pour pouvoir dire quoi, en fait, que vous ne pourriez pas dire en votre nom. Alors, j'aurais pu dire des choses par exemple, dans le livre précédent, je me permets de revenir au livre précédent. Donc, à la folie, sur l'hôpital psychiatrique. Voilà. Et dans le livre précédent, je parle beaucoup en mon nom parce que j'ai passé, pendant un an, je suis allée dans cette unité de soins psychiatriques.
Et d'une certaine façon, je me suis vraiment immergée parce que j'ai vécu avec les patients, les soignants. J'ai passé vraiment du temps avec eux. On a beaucoup parlé, on a mangé ensemble, on a fumé des clopes ensemble. Donc, il y avait un engagement de ma part qui me permettait d'une certaine façon de parler en mon nom. Là, j'étais beaucoup plus spectatrice, c'est-à-dire que j'ai pas voulu rencontrer des huissiers, des greffiers, des procureurs, des juges, des avocats, des prévenus. Je n'ai pas échangé. Vous n'avez pas fait d'interview sociologique comme dans une enquête de terrain. Voilà, et je n'ai pas partagé quelque chose du quotidien avec eux. Donc, je ne voulais pas prendre la parole en mon nom d'une certaine façon parce que je n'avais pas mouillé la chemise comme je l'avais fait pour le précédent. Donc, c'est pour ça que j'ai confié à Barthes, à ce personnage-là. Alors, c'est une astuce peut-être ou un procédé littéraire. En tout cas, c'est un moyen, une échappatoire. Je ne sais pas comment le dire. Oui, voilà. c'est un moyen, je pense, aussi pas de provoquer un processus d'identification du lecteur, mais en tout cas de provoquer un étonnement chez le lecteur, parce qu'il a une singularité, il a une bizarrerie, ce personnage de Barthes. Il est mystérieux, on a envie de savoir ce qui le motive. Il est obscur, il est à la fois antipathique et sympathique, on comprend pas très bien, donc je pense que à la lecture, ça provoque une espèce d'attention à la singularité de ce qu'il pense, et une attention plus importante que si ça avait été la parole de l'auteur qui a une opinion sur le sujet. Voilà, vous aviez peur de l'écueil de l'opinion, en fait, de faire, comme vous le disiez, une sorte de mauvais pamphlet ou un petit pamphlet anti-institution ou... Oui, on a toujours... Enfin, disons que je me considère comme auteur de littérature pour précisément essayer d'échapper à l'écueil de l'opinion. Mais qu'est-ce que c'est le problème avec l'opinion? C'est si dangereux que ça? Parce que finalement, ce qu'énonce Barthes dans sa tête, même s'il est candide, même s'il le formule, même s'il en prend au doute, c'est aussi en fait de l'ordre de l'opinion. Se dire que la justice agit injustement, c'est une opinion en fait, c'est pas une science. Je suis d'accord et vous avez raison, il y a une hypocrisie à dire qu'on ne verrait pas mes opinions dans ce livre. Évidemment qu'on les voit, mais ce serait pas grave surtout. Et ce serait pas et ce serait pas grave et j'en ai des opinions, je pense qu'elles sont assez claires, mais je trouve que ce qui est fort et intéressant et stimulant dans la littérature, pour moi, c'est que c'est le lieu du doute, du tremblement. C'est un lieu où les vérités ne sont jamais définitivement établies. L'opinion a quelque chose d'un peu plus autoritaire et définitif. Et dans la forme romanesque, il y a quelque chose qui n'est jamais assuré. Il y a la possibilité de beaucoup plus douter. Et c'est vrai que Barthes, il a des opinions, mais elles sont pas toujours tranchées. Elles peuvent être remises en cause. Et donc, il y a cette forme un peu anti-autoritaire pour moi de la littérature qui n'annule pas l'opinion, je suis d'accord avec vous, mais qui la met un peu à distance, qui la trouble, qui la prend un peu par des biais moins directs. C'est peut-être ça qui fonctionne très bien aussi avec votre personnage, et on parlait de trucs tout à l'heure, mais c'est peut-être ce truc qui est efficace, c'est qu'au début, vous le dites, il est totalement ignorant presque de ce qu'est le fonctionnement de la justice, de ce qu'est le fonctionnement du tribunal, et comme on a du mal à se reconnaître en lui parce qu'on ne sait pas vraiment qui il est, peut-être qu'on fait le même chemin que lui en tant que lecteur, c'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas, on doute, effectivement, on est dans l'inconnu, et puis on avance avec lui, et peut-être qu'on fait effectivement ce mouvement, cette réflexion avec lui en fait. Oui, j'aimerais beaucoup que le livre puisse être à chaque fois lu comme ça, c'est-à-dire se sentir un peu perdu, se sentir agressé, se sentir étonné. Je raconte aussi qu'il est toujours très mal assis, par exemple, sur les bancs, qu'il a mal au dos. Donc j'aimerais aussi que le lecteur puisse sentir l'expérience physique aussi que c'est de passer des journées aux tribunaux, enfermé pendant des heures dans ces espaces étouffants, mal assis, voyant défiler toujours les mêmes affaires dans une espèce de tourbillon un peu qui donne le vertige. Donc c'est vrai que cette espèce aussi d'exploration physique de la transformation de Barthes aussi qui fatigue au fur et à mesure, qui perd un peu des forces parce qu'il vit aussi cloîtré dans un faux plafond. J'aimerais bien que le lecteur puisse ressentir aussi ces sentiments-là, ouais. Un archémacien B. Ouais. Alors il faut la longe traîne pour la lame D. Non, Durandem.
Bonjour monsieur. Vous voulez 3 côtes de porc. Oui monsieur. Et puis du bœuf, du chuté à la langue. D'accord monsieur. T'as lu le monsieur Nick Ladé là? Le cynique, oui. Donc, attention, la marquesse, hein? Oui, bon. Non, la pas, puce pas les chambesses, non. Non. Et là, qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Ben voilà, il m'a demandé si est-ce que j'avais le monsieur, alors je lui ai dit non, il est pas méchant parce que des fois, il faut se méfier d'un client. C'est ça, voilà. C'est ça. Alors, si je comprends bien, ce langage, le louche et même, c'est une langue que vous parlez aussi pour qu'on ne vous comprenne pas. Voilà, c'est pour que le client ne nous comprenne pas. Oui. Et alors, où est-ce que vous avez appris à parler louche et même? Ça, c'est à force de passer dans les maisons. Et puis, il y a des anciens chefs qui parlaient l'argomuste. Et alors nous, à force d'entendre. Ouais. Mais c'est surtout avec les anciens. 1978 sur TF1 dans l'émission Sillage à propos du louchébène, donc cette langue de boucher qui permet qu'il ne soit pas compris en fait des autres. Joyce Sorman, vous voyez venir quand je diffuse cette archive. Vous avez écrit là sur le tribunal avec Le Témoin, mais on en a parlé aussi sur l'hôpital psychiatrique avec Al La Folie. Vous avez écrit aussi sur le milieu de la boucherie, c'était Comme une bête en 2012. Et à chaque fois, dans ces différents milieux, vous vous êtes aussi approprié non pas seulement un décor, des endroits, des espaces, mais aussi des langues. On l'a vu avec le tribunal au début, c'est vraiment tout un code d'attitude, mais surtout de langage. Comment vous vous appropriez une langue et qu'est-ce que vous essayez de nous montrer de ces codes lexicaux en fait que les autres ne maîtrisent pas? Je vous remercie de mettre en avant ce point-là parce que c'est vrai, je disais tout à l'heure que souvent le déclenchement de l'écriture chez moi se fait par la découverte d'un espace, d'un lieu, d'un monde, et ça va de pair évidemment avec la découverte d'une langue. Qu'est-ce que c'est aussi que le travail de la littérature? C'est d'essayer de revivifier sa propre langue, de l'abreuver, d'abreuver la langue commune à d'autres lexiques, à d'autres images, à d'autres réalités grammaticales, syntaxiques. Et c'est toujours pour moi l'occasion de travailler ma propre langue de l'intérieur par l'importation comme ça de lexiques qu'on pense réservés justement à des métiers ou des lexiques un peu tombés en désuétude et de placer comme ça dans la phrase comme des petites bombes qui sont presque des bombes poétiques aussi parce que finalement ces mots un peu abscons des lexiques professionnels. Alors, quand j'avais écrit sur la psychiatrie, justement, il y avait beaucoup de mots comme ça importés du verbiage psychiatrique, les mots des molécules, les mots des dysfonctionnements psychologiques, etc. Et là, pour le palais de justice, j'ai aussi voulu aller à la rencontre d'une nouvelle langue. Alors, je parlais tout à l'heure par exemple, des affaires mises au rôle ou des encourus pour dire les peines. Et il y a comme ça cette espèce de loucher même juridique. Dans l'archive, on entendait que l'idée, c'était de ne pas se faire comprendre par les clients. Et j'ai aussi remarqué ça dans les audiences, qu'il y a aussi une façon des magistrats de se parler entre eux pour pas se faire comprendre par les prévenus. Mais ça, il y a c'est une chose de pas se faire comprendre pendant qu'on se concerte d'une certaine manière, quand on se fait des apartés. Et puis il y a quand même l'idée de pas se faire comprendre alors qu'on s'adresse à quelqu'un qui devrait être compris. Et c'est là où il y a le paradoxe de ce théâtre en fait, dans lequel ceux qui doivent parler ne peuvent pas parler parce qu'ils n'ont pas les codes. Ça, c'est quelque chose qui vous a vraiment frappé. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour résister à ça? Oui, c'est vrai que comme à l'hôpital psychiatrique, j'avais assisté à l'affrontement de deux langues, la langue de la médecine, la langue du pouvoir de la médecine, dans une perspective un peu foucaldienne, face à la langue du délire qui sort de ses gonds. Là, il y a la langue justement des prévenus, qui est une langue souvent difficile. Il y a beaucoup de sans-papiers qui maîtrisent mal la langue française, par exemple, en comparution immédiate. Et cette langue-là, beaucoup plus primaire, beaucoup plus brute, pas du tout habituée au lieu de pouvoir et au lieu d'éloquence, se heurte sans cesse au formalisme de la langue des juges. Et comme vous le disiez, j'ai été très frappée de voir que parfois certains refusaient
d'abandonner ce formalisme de la langue juridique, refuser de dire peine au lieu d'encouru, comme s'il fallait respecter les règles de ce théâtre judiciaire et que c'était plus important de respecter les règles que de se faire comprendre par un type à qui on est en train d'expliquer qu'il va aller 3 ans en prison. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est-à-dire que ces normes de langage, c'est pas de la loi en fait, c'est pas de la justice, c'est des normes de langage. On est au-delà, ou en dessous. Oui, c'est une manière. Mais c'est ça qui semble être condamnable. Oui, c'est un nouveau marqueur de cette lutte des classes. C'est aussi une manière d'affirmer son autorité, d'affirmer une forme de violence, de supériorité sociale et de dire aux prévenus, c'est nous qui avons le pouvoir et nous avons aussi le pouvoir de la langue. Donc on est dans une espèce de guerre où les armes sont aussi langagières et on affirme une supériorité sociale. Il y a un traducteur tout de même en justice, c'est l'avocat. L'avocat qui est censé transmettre, traduire, guider celui qui est face à la justice. Oui, complètement. La figure de l'avocat, elle revient souvent dans le livre comme une figure du porte-parole ou du traducteur, comme vous dites. C'est celui qui justement va mettre en mots une parole parfois inaudible ou maladroite, ou trouée ou mal articulée, et qui va la mettre en mots, qui va la rehausser d'une certaine façon pour qu'elle puisse trouver sa place dans cette enceinte de l'éloquence et du beau parler. Mais je dis aussi à un moment que cette façon d'être un traducteur peut aussi avoir un revers, c'est-à-dire que l'avocat, c'est aussi celui qui va confisquer la parole du prévenu, parce que lui, on l'accule au silence, et l'avocat, c'est celui qui parle pour, mais c'est aussi celui qui parle à la place d'eux. Donc il y a quelque chose, il y a un petit nœud là aussi. Merci beaucoup, Joyce Ormand. De vous, on peut donc lire dès aujourd'hui Le Témoin. C'est disponible aux éditions Flammarion. Pour terminer, vous avez le choix entre 2 chansons, Joyce Ormand. Nous avons choisi une chanson sur les garçons, en référence à votre premier texte, Boys, 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 ou une chanson sur le tribunal, en référence au Témoin. Laquelle choisissez-vous ? Je pense qu'il faut être dans son histoire la plus récente, donc je choisis la justice. Accusé de vol de cœur, de crime d'amour et d'escroquerie sentimentale. Aujourd'hui, pour mon malheur, c'est à mon tour de faire les frais du tribunal. Voyez, messieurs, je pleure de vraies larmes de force. Ne m'accable pas, tout est contre moi. Et vous, mon avocat, ne riez pas. Un grand merci à vous, Joyce Ormand. On se quitte sur Juliette Gréco, Le Tribunal d'amour. Et un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparés tous les jours par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. Réalisation Louise André. Prise de son Florent Bujon. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture à la page des Midi de Culture ou sur l'application Radio France. Merci beaucoup, Nicolas. À demain. À demain, Géraldine.